On démarre avec la conférence de presse des joueurs. On va voir si on peut leur poser une ou deux questions. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse pour le Bastide de UTS Nîmes, deuxième édition. Vous êtes le seul Français au programme cette année. Qu'est-ce que vous attendez en termes d'ambiance et de soutien du public? Oui, ça va être incroyable. C'est vrai que l'expérience l'année dernière était merveilleuse, quoi. De pouvoir avoir la chance de jouer dans les arènes, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que en étant le seul Français, forcément, je vais avoir énormément de soutien et c'est ce que j'aime vraiment quand je suis sur le terrain. Donc, je vais vraiment essayer de transmettre à fond avec le public. A question in terms of how you change your playing style going from the hard courts to the clay. Of course, this is not your most natural surface. What do you change in your game and maybe in your racket stringing and tension coming into an event like this? Ouais, rien de spécial. Je vais continuer à jouer mon jeu, essayer d'avoir un peu plus de trajectoire, essayer de trouver un sens tactique sur terre battue et trouver du plaisir là-dedans. Vous découvrez les arènes de Nîmes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, même si elles sont vides encore? Je peux imaginer les arènes pleines et c'est ça. Imaginer à quel point il va y avoir une belle ambiance. Je les ai découverts tout à l'heure. J'ai entendu parler, on parlait justement de la Coupe Davis qui s'est jouée ici, de ces arènes qui sont mythiques, et d'avoir du tennis à nouveau ici dans un format comme ça, du TS où le public est engagé dans le show, dans le sport et dans le match. Je pense que c'est un format qui va plaire à beaucoup de monde, qui va plaire aux joueurs aussi. Et moi aussi, c'est le fait d'avoir vu ces images l'année dernière qui m'a encouragé à venir cette année et à participer à mon tour. Puisqu'à la fin, on veut vivre des émotions en tant que sportif, en tant que fan de tennis aussi, on veut vibrer. Donc, c'est un plaisir vraiment d'être parmi vous tous et parmi tous les gens qui seront dans le stade là, jusqu'à samedi. And Felix, if you could choose anyone from tennis history to play in this arena today, who would you choose and why that you haven't already played in your career? Ok, oui, donc je disais en anglais que s'il y avait un joueur à choisir, ce serait Yannick Noah pour participer à l'UTS ici, ou de jouer en tout cas dans les arènes de Nîmes, puisque déjà on veut un très bon joueur de tennis, un joueur qui a marqué l'histoire, mais un joueur aussi qui a dépassé les lignes du tennis. Et lui, il a fait ça dans sa carrière et beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, et autant sa carrière de joueur, mais après aussi. Donc, il permettrait, je pense, de remplir les arènes et de mettre tout un show, tout un spectacle pour les gens. Donc, ce serait vraiment la personne que je choisirais ou le joueur que je choisirais parmi tous. Patrick, bravo pour cette organisation. Encore une fois, c'est la deuxième année que lui et c'est toujours un rêve pour moi qui suis joueur amateur de découvrir ce cadre exceptionnel. Et j'ai une question pour Félix. Pour toi, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est d'être ici, de prendre du plaisir forcément dans un cadre incroyable, ou il y a aussi l'aspect compétition qui pour toi est important, avec cet objectif peut-être d'aller chercher le titre finalement? Oui, il y a toujours le compétiteur en moi qui est de jouer. Je veux dire, je joue au tennis tous les jours, je m'entraîne tous les jours, mais à la fin, j'aime compétitionner. Et quand je compétitionne pas pendant un moment, c'est un peu un vide un peu à remplir. Donc, moi, je veux toujours compétitionner. Donc, il y a déjà cette compétition avec d'autres joueurs du circuit, des très bons joueurs en plus. Donc, on veut toujours un peu matcher et voir notre niveau il est haut parmi le circuit et vis-à-vis des autres joueurs qu'on joue toutes les semaines. Mais en même temps, il y a ce format qui est très différent et qui est unique par rapport à ce qu'on a sur le circuit. Donc, il y a un nouveau challenge. C'est un challenge qui vient me motiver de façon différente. Il y a du plaisir à prendre aussi qui est différent. Après, on va revenir sur le circuit durant toute la saison de terre battue jusqu'à Roland-Garros. Mais en tout cas, ici, c'est un esprit qui est un peu différent. Donc oui, je pense que ce serait dommage, en fait, comme joueur, de venir ici et de pas prendre du plaisir à se tester un peu différemment ou vraiment à prendre du plaisir à jouer dans une atmosphère qui est différente. Donc moi, il y a cette partie-là qui est importante aussi. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous voir faire service volé, prendre beaucoup plus de risques que d'habitude, s'amuser parce que ça reste un tournoi, mais pas de prendre ATP. C'est quoi l'idée? Ça isolé avec une seule balle, c'est pas facile. Ouais. Service de voler sur terre battue avec une balle, mais peut-être à certains moments. Non, à la fin, il y a cette composante où on veut quand même gagner. Donc, moi, ça va être toujours de faire des choix
qu'au moment je juge le plus adéquat à la situation par rapport au score, par rapport à l'adversaire. Donc, le but, ça va être de gagner, mais je pense que le plaisir, il va être l'interaction, je pense, avec le public. Je pense que dans des matchs qui comptent beaucoup, dans des Masters 1000 ou des Grands Chelems, même une petite perte d'attention peut nous coûter très cher. Donc, on reste très concentré. On voit les joueurs qui restent assez concentrés avec leur entraîneur dans leur bulle. Mais là, on peut quand même se permettre d'interagir beaucoup plus avec le public. Donc, moi, je pense que c'est ce côté-là où je veux prendre un peu plus de plaisir ou me laisser un peu plus aller qu'à tout moment sur le circuit. C'est cette interaction avec le public, puisqu'il y a cette partie qui est sportive, mais il y a cette partie je pense, de spectacle aussi quand même, qui est à noter dans ce format de tournoi. Jérémy a une double casquette sur ce tournoi puisqu'il travaille pour UTS. Il est chargé de recruter les joueurs et de constituer le plateau des tournois. Et aussi évidemment le coach Hugo. Mais là, c'est peut-être plutôt dans sa casquette d'organisateur que vous pouvez lui adresser des questions. Jérémy, Frédéric Preuve avec GVI, qu'est-ce qui vous guide dans le casting pour ce genre d'épreuve? Déjà, on essaie d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Les joueurs aussi que les gens ont envie de voir. Je pense qu'on est très content du plateau cette année puisque tous les joueurs ont déjà été dans le top 15. Celui qui a été le moins bien classé, c'est Hugo, il a été 13e mondial. Donc ça montre la qualité des joueurs. Et puis après, je pense que voilà, on a aussi Dimitrov et Tsitsipas qui sont pas à leur meilleur niveau actuellement en termes de résultats, mais c'est des super joueurs, des joueurs que les gens ont envie de voir jouer. En plus, sur un format comme l'UTS, ils peuvent aussi gagner et l'un et l'autre, on sait jamais. Et puis après, les meilleurs joueurs, Félix, le meilleur de sa carrière. Kachanov, je pense que sur terre battue, c'est un joueur très très solide. Roublev, il a joué plein de fois avec nous à l'UTS. On adore le voir jouer et pour moi, c'est un super joueur à regarder. Donc oui, je suis très content du plateau. Et puis Bublik, un peu de folie aussi. C'est important d'avoir un mix un peu de tous les joueurs. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir des joueurs aussi qui sont compétitifs, qui ont envie de jouer vraiment à 100% et jouer à un très haut niveau de tennis parce que voilà, quand on fait l'UTS, nous, la chose la plus importante, c'est d'avoir des joueurs qui aiment jouer l'UTS, qui aiment jouer le format et qui ont vraiment envie de jouer pour gagner. Donc oui, on a envie de s'amuser aussi, faire du spectacle et vibrer avec le public, mais je pense que c'est très important que les joueurs jouent à 100%. Est-ce que c'était une évidence cette deuxième édition de Ligue? Mais bon, votre relation avec Vincent Bastille, est-ce que vous pensez déjà à une troisième? Parce qu'on recrute les joueurs d'une année sur l'autre et on amené un argument de taille de parler de la prochaine édition. Je pense que d'avoir une deuxième et seconde édition, c'était normal, vu le succès de la première édition. Comme tu l'as dit, j'ai une relation spéciale aussi avec Vincent Bastide. M'a aidé toute ma carrière et quand on a commencé l'UTS, en fait, on était venu ici à Nîmes et on voulait au tout début que le premier UTS soit ici. Malheureusement, ça s'était pas fait et puis on avait réussi à le faire l'an dernier et puis je pense que ça avait été vraiment un gros succès pour la ville, mais aussi pour l'UTS et aussi pour les joueurs parce que les joueurs ont vécu un très gros moment sur le court avec beaucoup d'émotions. Je pense que on joue dans des stades qui sont très très beaux, mais des stades comme celui-là, c'est vraiment particulier. C'est un mélange d'histoire, et de tennis. Donc il y a eu la Coupe Davis aussi ici. Et voilà, je pense que les gens à Nîmes aussi ont adoré. Donc c'était une évidence de revenir. Après la troisième année, j'espère toujours qu'il y en aura une. Après il y a plein de paramètres aussi qui rentrent en compte. Donc voilà, et pour répondre à ta question sur les joueurs, non, en général, je fais année par année et pas sur plusieurs années parce que voilà, tant que les événements sont pas confirmés à 100%, je veux pas engager des joueurs ou engager des choses tant que c'est pas garanti. Mais je pense que l'édition va être encore très belle cette année et j'espère que ça sera au moins un succès comme l'an dernier, voire plus. Jérémy, tu y as déjà un petit peu répondu lors de la précédente. Est-ce que tu as le sentiment que déjà l'UTS de Nîmes est the place to be de l'UTS et au-delà? Et pour de Go, tu avais dit en passé que c'était peut-être le plus bel endroit, voire un des plus beaux endroits où tu es joué. Est-ce que tu as justement un top 3, un top 5, un top 10 des plus beaux endroits où tu es joué à part les arènes de Nîmes?
Oui, je pense que l'UTS de Nîmes, pour l'UTS, ça a été un moment très important parce que les images du tournoi ont traversé le monde. Tout le monde en a parlé. Les médias dans le monde entier, les joueurs sur le circuit, tout le monde a parlé, a vu que l'ambiance, les images, même moi, en étant dessus, quand j'ai revu les images, je dois avouer que c'était impressionnant et c'est pas des images qu'on voit souvent aussi dans le tennis. Donc oui, c'était un tournant aussi pour l'UTS parce que beaucoup plus de personnes en ont parlé. Donc voilà, je suis content que ça se fasse aussi en France parce que c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir un événement en France. Et quand on avait regardé les options en France, voilà, c'était aussi pour le lieu qu'on avait choisi celui-là. Donc voilà, très content de le faire ici à Nîmes. Et ouais, c'est sûr que de loin, c'est le plus bel endroit où j'ai pu jouer, le plus beau stade. C'est vrai que l'année dernière, je me rappelle quand on avait fini ici et qu'on est parti à Monte-Carlo, tous les joueurs dans le vestiaire nous ont parlé de cette ambiance et puis de ce stade. Je pense que on a beaucoup de chance de pouvoir jouer ici. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient vivre ces émotions-là. Après, moi, si je devais faire un top 3, il y a forcément des stades incroyables où j'ai pu jouer. Celui-ci, je le mets en 1, vraiment de loin. Puis après, je trouve que c'est toute une ambiance aussi. Il y a des endroits magnifiques, mais il y a aussi l'atmosphère qui est importante. Donc je pense que tous les tournois en France sont quand même sympas à jouer aussi. Et là, j'ai hâte de pouvoir de nouveau revivre ça et de pouvoir jouer demain. Ouais. Après, on m'a aussi beaucoup parlé de la Marseillaise avec Gaël l'année dernière. Ça a été le moment, je trouve, marquant de la dernière journée. C'était un moment sympa. J'ai recroisé pas mal de gens qui m'en ont parlé. Et c'est vrai que ouais, c'était fou. 12 000 personnes qui chantent la Marseillaise, c'était quelque chose. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est que c'est aussi le deuxième plus gros stade après le central de Roland-Garros en termes de nombre de spectateurs. Donc c'est quand même aussi quelque chose d'important parce que on joue pas souvent devant 13 000 spectateurs. I've got a question for both of you in different ways. So for Patrick, obviously you've managed to get some amazing players to come to these events over the last few years. If you could have an 8-player lineup from anyone in tennis history, who would it be and why? Of all time, you said? All time. All time. Men and women. Yeah. Oh. Yeah, no, I would need more time to think because I'm gonna for sure not think about people, but I would love to have servant volley players for sure. So Pat Rafter, without any doubt. Showman for sure. Probably Safin, Federer, Nadal, Alcaraz, Sinner for sure, and some women, of course, Serena. Serena and Steffi Graf would be fun, and I think I'm over 8 already by far. Well, that's 8. Quelle est la place qu'occupe maintenant ce tournoi de Nîmes dans le calendrier de l'UTS? On a le sentiment pas qu'il est là depuis toujours, puis c'est la deuxième année, mais on a vraiment le sentiment qu'il a une place à part. Il a une place à part parce qu'il est à part. Il n'y a pas de stade comme ça dans le monde, de stade de tennis. Et donc, il marque les esprits chaque année, quelque part, beaucoup plus que tous les autres. Tous les autres, on n'en fait pas tant que ça, on en fait 4 par an, mais que les 3 autres, même si les 3 autres, en termes de spectacle, ils sont très très proches. D'abord, le public ici, il est différent d'ailleurs. Il est vraiment beaucoup plus extraverti et c'est super, hein, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment ce que l'UTS cherche. Et donc, on trouve à Nîmes cette espèce de folie qu'on peut retrouver parfois dans les stades de foot. Alors, pas à ce point-là, mais c'est plus proche souvent d'un match de foot que d'un match de tennis en termes d'ambiance. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Donc, de ce point de vue-là, c'est très particulier. Et c'est ce qui colle le mieux quelque part à ce que l'UTS cherche. Et après, il y a ce cadre qui est aussi unique, qui fait que l'UTS de Nîmes, il n'y en a qu'un, et même si on en faisait 12 par an des UTS, il n'y en aurait quand même qu'un comme ça et qui ressemble à ça. Les images, elles ont fait le tour du monde 100 fois plus que les images d'UTS dans les autres stades, parce que ça choque forcément de jouer dans un cadre aussi unique. I've got questions for both of you and one question as well, just for Casper. So first up, Casper, you've started posting on YouTube, showcasing your day in the life as a tennis player. How do you think that helps you bridge the gap between fans and the actual players themselves? And do you enjoy doing it?
And then question for both of you: if you could choose any player from the history of tennis that you haven't already played in your career to play today, who would it be and why? Yeah, I mean, it's was just a thought I had, towards the end of last year to mostly show fans a little bit what the life is about as a tennis player. I find it interesting to watch other sports and behind the scenes what that sport looks like. So I thought, I haven't seen too much of that in tennis. Obviously, we do all our media every week, and we do all this like games, all this stuff. But I thought, doesn't really show what a day looks like for a tennis player typically, and that's kind of was the initial thought. And it's kind of tough with tennis to do too many different things because it's so repetitive as it is. We travel to a new place, but we basically do the same every single week and just play our matches. So of course you can do some for them from the matches, but I will try to keep it going and see if I can come up with some good ideas. But so far I got some good feedback from fans, and they seem to enjoy it. And I'm happy to make a few videos, but and there are a few more coming, but just take some time to edit. So on to your second question, any player I would like to play would probably be Björn Borg for me. Swedish, kind of neighboring country, and legend of his own. So yeah, Björn for me. I will just answer to the second question, right? I don't have YouTube or anything. I would choose Marat Safin. As he chose his compatriot, I choose my favorite player in the past when I was growing up. So definitely that would be a fun one. I have two different questions for the two of you. First, Casper, we know how much you like clay court. I wanted to know what would be your best memory on this surface, since you played Grand Slam finals at Roland Garros and won the UTS Tour last year. I wanted to know what would be your favorite memory on this surface. And Karen, if I'm not mistaken, I guess it's your first UTS Tour participation. I wanted to know how special it is for you to play with these new rules, and if you're gonna enjoy it, I guess. Yeah, for me, I think you kind of almost said it yourself, but playing Grand Slam final in Roland Garros is the biggest memory that I have. First of all, the court is amazing. Philippe Chatrier, the clay is probably the best clay you'll find in the world, and I was able to play once against Rafa, once against Novak, and some incredible experiences. Of course, I lost both matches, but still memorable days for me in my career. I thought Casper's favorite surface was grass court, no? It's clay for sure. Yeah. And for me, first time UTS playing here in Nîmes. I watched actually last year like a couple of points when I was in Monte Carlo already. Beautiful arena, was full with the crowd, and I think it's interesting format that was, let's say, appeared a couple of years ago. I didn't have chance with my schedule to participate before, and finally I found good timing, let's say, to come this year. And it would be different rules. I need to adapt. Casper is defending champion, right? Yeah. So I play against him tomorrow, and look, at the end of the day, we play points. We try to practice. We try to give the best, even though it's let's say considering an exhibition, but it's a serious exhibition, and everybody tries to play the best. So I hope I can adapt better quickly than later, In what way the UTS or the Lever Cup or any team matches is a way to eventually become friends between players than on tour? It's not that easy, I guess. For me personally, I don't have like too many players that I consider really, really good friends. Like, not that I have anything against anyone, and I get along with, I think, everyone. And, I have a friendly tone with everyone, but I found it tough since I was young to play your biggest match in your career against the best friend. And, back home in Norway, when I was 12 years old, to play the final in a local tournament was like the biggest match of my career. And I will always play like my best friend. And I would always feel bad if I beat him because I felt sorry, or the other way around. If he beat me, he would feel bad. So already from a young age, I was like, tennis players are ultimately your competitors. Yes, we are colleagues, we are friendly, we respect each other, but when you're out there, you give everything you can. So I've almost kind of
chosen to try to have a fair distance and not have too many like super good friends that I go to have dinner with, or for example. But We'll go for dinner. yeah, we will. And you know, maybe I'm sounding maybe too bit harsh because if someone invite me for dinner, of course I will go with the players. And sometimes I do it. Don't get me wrong, but when you're in the Labour Cup or Davis Cup or like a team event, it's much easier and chill kind of feeling around the other players, and you can joke around and these things. So that's why it's really fun. And yeah, UTS is a place where we all gather, 8 players, and we play and we have fun on court and we have fun off the court. We will do some games before we practice this afternoon, and yeah, do it this way because I want to. And I'm also from Norway. I don't really have any other Norwegian players I go and hang out with in my spare time, so it's a bit different. I know Karan, you know, he has a lot of friends from you know, Russian friends and players, and it's kind of maybe easier for him to get along more with them than I'm very social, that's it. yeah. And he's also a social guy, but yeah, long answer, but yeah, that's kind of what I feel about it. Yeah. In my case, I would say it doesn't really matter if it's exhibition, let's say, or it's regular tournaments that we have on tour, right? So it's about my relationship, let's say, with the guys. Or we were growing up together with 2 other Russian guys, Daniil and Andrei. So we were growing up, we were playing all the tournaments since, I don't know, 10 years old, together up to now, basically, you know. That's why, yeah, in our spare time, sometimes of course, we were a little bit younger, we were spending or even staying sometimes in the hotel together, you know, at the beginning of careers. So share a lot of tennis-related moments, let's say. And then later on, of course, we have families, we have, you know, basically became more mature growing up, and we have big teams. Sometimes it's not easy to find a place in a restaurant for 20 people, you know. But for me, it's more about how I approach the tournament. I would say it's more about inside, you know. So maybe in these events, you're a little bit more relaxed, which is kind of normal. That's what I think makes it a little bit more fun. So you actually playing more, not for the result, but in general, right? You're more relaxed, the atmosphere around, everybody's playing, joking, you know, full stadium, everybody come to watch the kind of show, you know. So that's why I think for me, it's more differentiate how you approach to these events compared to your regular season. I just wanted to know, since the clay season is starting and you're both former champions of the Rolex Monte Carlo Master, I wanted to know if the UTS Tour in this arena represents the best preparation for you now. I wouldn't be here if it wasn't, and I'm glad I get to play in a new arena like that. I saw it last year on media. Looked very impressive. Whole stadium was packed, so whenever I get the opportunity to play in places like this, but also get a good preparation because before a big tournament like Monte Carlo, of course I'm going to take it. It's a place that's not too far away from Monaco, so I find it very useful for my clay court preparation. Yeah, the same thing for me. Obviously, before Monte Carlo tournament, to be able to play great matches against great players in those kind of format, it helps a lot to prepare, because you can practice 2 weeks, 3 weeks, but if you don't play matches and you play your first match, it's always a bit challenging. And with this kind of preparation, you play a couple of good matches, and then in 1-2 days you played already the official match, which helps a lot. A question in terms of, you know, if you could play anyone from the history of tennis today in this arena that you haven't already played in your career, who would it be and why? I would pick Guga Kuerten because we share similar game style. He's someone I got to see as a child. Great clay court player, won Roland Garros multiple times. 3 times, there you go. Just love the vibe that he gives out on the court. I feel like most of the people love Guga Kuerten. Very positive, very smiley, and I think it would be interesting to play him in a format like that. To be honest, I'm fine to don't play with anyone, so I don't really care. So I don't have a really answer with who I would like to play. Whatever you give me,
or coach or member, or if I don't need to play even better. So yeah, I'm with those things. I'm super fine. You've been talking a lot about your preparation and how this is an opportunity to train. What about the show? What about the atmosphere? How do you approach it? What do you think of it? Is it a motivation to come here? It's unique. Something that the atmosphere here is something that you don't really. I don't know if I faced it before. Yes, I mean I played some matches where the stadium were big and it was full, but it's different with all the history of the stadium with this format. The atmosphere makes very unique, not like the others, and I'm lucky to have this memory, to have experience to perform at one of the Gladiators Arena, and it's like it's something that people they dream to see, to come to see, and here you're able to experience by performing, which is something unbelievable, and it's like it will stay forever in my memory. It happened last year, and I'm lucky to experience it one more time. I was literally practicing with the concept yesterday. Haven't played it in a while. It's quite interesting because anything can happen. And the cards, I think, create a unique experience as a tennis player because you don't get to play with something like that on the tour. I also came to the understanding and the thought that the tour could have been so much different if you were to just play with one serve. Would definitely be cool to try at some point away from just UTS, just to see out of curiosity how does the tour change or adjust to a change like that. I find it fascinating that tennis can be played like that. It just challenges your concentration and your attention span when you play because you have to be locked in every single point. There are no free points. You got to work for most of them. And I think that's what UTS is trying to do. Create a unique fun experience, remove and add parts and little widgets and additions to the game that make it a little bit more exciting and unpredictable. And I personally like that. Andre, after 1 year with Marat, what concretely did you learn from him? I learned many things. He influenced on me a lot, and it's impossible to explain it in one sentence or in 2 minutes. I guess the main one is just to, I don't know how to say in a soft way, to don't give a fuck. Yeah, let go. Merci. S'il n'y a pas de dernière question, on va s'arrêter là. Cédric, Max, comment ça va? ça va et toi? Ben, formidable. Je suis ravi d'être dans les arènes de Nîmes avec toi pour la 2e édition de l'UTS. C'est un vrai bonheur. Et on va également parler de ce magnifique livre que tu as sorti fin 2025. Exactement. Euh, Octobre 2025. Très bien. Est-ce qu'on a un nom? Non, tennis. Tennis partout. Non, il y a un nom de code qui est le grand livre du tennis. C'est en tout cas comme ça que la maison d'édition en parle, puisqu'en fait, ils ont une collection de grands livres consacrés chaque année à un sport différent, une discipline différente. Je pense que la chasse et la pétanque doivent être dans cette série, avec le rugby, avec un autre sport cette année, mais je pense qu'ils n'ont pas encore annoncé, donc je ne vais pas le dire. C'est un ami à moi qui va l'écrire, c'est moi qui l'aurai présenté, donc on verra ça plus tard. Mais voilà, ils sortent un grand livre par an sur une discipline qui a une forte culture. Je pense que c'est un point commun de toutes les disciplines qui justifient ces grands livres. Alors j'ai eu la chance de le recevoir. Il est écrit en 3 parties. Et en fait, les 3 parties, c'est, tu peux regarder leur nom officiel, mais en gros, tel que je l'ai construit, c'est présent du tennis. Où en est le tennis sur le gros, le présent, le passé, d'où vient cette culture, et l'avenir, si tu as survécu aux 2 premiers chapitres, ce sport, il va vers où? Il y a quand même un tas de questions. C'est comme ça que je l'ai conçu. Il y aura en 3 parties, et je ne sais plus comment j'ai appelé ça, 4 grands chelems, 4 légendes, une histoire, une culture, je crois, la 2e partie, et question pour un sport global, le 3. Je crois, hein, là je parle de mémoire. Mais moi j'allais rebondir en disant que à la fin, bon alors moi le cheat code que je t'ai lu derrière, c'est que voilà, il y a des parties qui sont sympas où tu t'es un peu mouillé, où tu as osé un peu voir les tendances à venir. Est-ce que le tennis va évoluer dans un sens, dans un autre? Après, vous êtes sur un format hyper disruptif à vitesse, forcément.
tu baignes un peu dedans. Oui. Tu as reparcouru aussi la mode, les règles. Et c'est assez cool parce que ça sort du cadre. J'avais pas encore vu ça dans d'autres bouquins, donc pas mal. Et puis sinon, plus globalement, tu ressors des anecdotes que je connaissais pas. Donc pour le passionné, c'est, on va dire, je sais pas, une nourriture qui est hyper agréable, qui est hyper nostalgique parfois, qui est aussi très visuelle. C'est un voyage et bravo quoi. Franchement, je sais pas comment je t'ai débrouillé. C'était pas ton travail de recherche, ta méthodologie, comment t'as pu? Bon, déjà, ce que tu dis, c'est du miel à mes oreilles parce que parmi les choses que je voulais atteindre, il y avait le fait d'être capable de parler à des vrais passionnés qui ont une grosse culture comme toi. Ces grands livres sont des livres grand public. Enfin, on doit être capable dans ce genre de livre de parler du tennis comme, enfin voilà, pour quelqu'un qui baigne pas dedans tout le temps comme nous. Et c'est même l'objectif en fait que tout le monde puisse se plonger dans la culture du tennis et prendre plaisir à se documenter. Mais je voulais aussi que voilà, les passionnés, je sais que j'en ai beaucoup dans mon entourage ou dans mon répertoire, ils trouvent de la matière. Donc tu as trouvé des anecdotes et tu as trouvé des endroits où je me suis mouillé, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, j'ai partagé certaines appréhensions que j'ai du tennis aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est exactement ce que je voulais atteindre, donc j'en suis content. Pour te répondre à la question comment j'ai travaillé, déjà, merci à la Maison Davis d'avoir permis d'articuler ce livre en 3 parties. Et ça qui est ouf, c'est que c'est une maison d'édition qui est venue te chercher. Oui, c'est ça. Ils sont venus me chercher. 80, je sais pas, 10 plus % des écrivains galèrent dans les éditions. Oui, alors, je ne me considère pas comme écrivain, je me considère comme journaliste. Et effectivement, quand tu es journaliste, tu peux être amené à écrire des livres. Donc, eux savaient qu'ils voulaient faire le tennis dans leur série des grands livres. Il leur fallait un auteur. Effectivement, j'ai eu la chance qu'ils m'aient trouvé. Et à partir du moment où ils m'ont trouvé, bon, première question, est-ce que ça les intéresse? Oui. Deuxième question, envoyez-moi une note sur où ça pourrait aller. Et je voulais éviter le côté qui fonctionne, hein, ce type de livre, mais un peu wikipédiesque, le tennis, sa vie, son œuvre, la fondation en 1874 de 17, c'est mon version, blablabla, et puis le tennis d'aujourd'hui à nouveau. Je voulais déjà mordre les gens d'entrée avec le tennis où il en est aujourd'hui, tout simplement parce que comme tu le sais, le tennis sort de l'ère du Big Four. Alors moi dans le Big Four, je mets Serena et pas Andy Murray. Donc Federer, Nadal, Djokovic, Serena, qui ont porté le tennis à un niveau qu'ils n'avaient pas avant, niveau de notoriété, niveau de jeu, qui ont encore amplifié la très très forte culture du tennis. Si tu regardes bien, les 4 ont bâti leur légende, certes sur tous les cours du monde, mais il y avait moyen de faire une biographie croisée des 4 grands tournois qui créent la culture du tennis, quand on a les Grands Chelems, et de ces 4-là. Donc où en est le tennis aujourd'hui? Ces 4 tournois des Grands Chelems sont très puissants. L'histoire de Federer, Nadal, Djokovic et Serena avec ces 4 tournois des Grands Chelems, franchement, si tu lis la première partie du bouquin, tu as une précise culture générale tennis qui est indispensable. Enfin, c'est difficile de raconter plus que ça. Ouais. Et derrière, c'est l'histoire du tennis, c'est justement quelles sont les racines de cette culture. Ensuite, l'avenir du tennis, je ne suis pas Madame Irma, mais en tout cas, c'est un sport qui a une histoire assez compliquée. Ouais. Je ne parle pas que des règles, hein, je parle aussi des governing bodies, des différentes visions qui sont quand même à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est un sport qui est le premier sport individuel du monde, mais qui ne se rend pas celui que c'est la plus grande trend, quoi. Et donc, qu'est-ce que les instances dirigeantes vont faire de ce trésor? C'est des questions que j'aborde au troisième partie. Je ne donne pas des réponses, que je donne des pistes de réflexion. Et la maison d'édition m'a suivi là-dessus et j'en suis très content. Solide. Et moi, ce qui m'a fait du bien aussi, alors je ne l'ai pas lu de fond en comble, mais c'est des piqûres de rappel sur d'où sort Roland Garros, le stade, anecdote du genre. C'est un bon refresh, comme on dit, pour le passionné, parce que toutes ces histoires, tu les as vues plus ou moins, mais toi, tu les as aussi imagées. Et tu me demandais la partie, là, tu me disais que tu avais une réédition à en sortir pour je ne sais quand, tu dois pondre un chapitre. Ouais. Yannick Sinner dans quelques jours. Est-ce qu'il y a une partie précise de ce bouquin que tu as préféré écrire et imager? Écrire et imager. Alors, imager, ça a été un plaisir pour toutes les parties, pour une raison simple, c'est que les éditions EPA ont un deal avec l'agence Getty, qui est la plus grande agence photo du monde de tous les temps, qui a un fond phénoménal. Il se régale là-dessus. Donc, je connais ce fond. Et donc, pour illustrer ce que j'écrivais, je pouvais taper dans le fond Getty. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je sentis que aussi, ça leur a fait beaucoup de bien. Parce qu'apparemment, tous les auteurs ne plongent pas dans l'iconographie comme je l'ai fait moi. Et donc, ça a été vraiment... j'avais que l'embarras du choix sur quasiment toutes les photos pour trouver celle qui était la plus belle, la plus forte pour quasiment tous les chapitres. Donc, alors, honnêtement, lequel j'ai pris le plus plaisir à documenter, c'est quand même très, très difficile. Quand sur, je sais pas, la carrière de Grand Chelem de Federer, tu as 200 photos par titre,
bah, c'est un plaisir. Je dis Federer, mais c'est pareil pour les 3 autres. Quand tu cherches si, tiens, qu'est-ce qui existe comme photo sur l'histoire de Roland-Garros? Tu as le choix entre 20 photos de la construction du stade. Tu es confronté à des images que tu n'as jamais vues. Donc, honnêtement, c'est très difficile de te... Non, la plus difficile a été la 3e, forcément, l'avenir du tennis. On n'a pas des images très parlantes pour tout. Quand il faut illustrer un circuit qui veut développer, mais c'est difficile de dire, bon, c'est des masculins, féminins, il faut trouver une photo d'une star masculine et d'une star féminine sur le même cours dans un Masters 1000. J'ai trouvé Nadal et Swiatek qui se croisaient pour l'entraînement à Rome, mais c'est des photos qui vont moins de soi. Mais franchement, l'illustrer, c'est un vrai plaisir. Et comme tu es responsable de la com à l'UTS, et que tu baignes un peu dans cet univers de nouveautés, de médias, de se creuser pour bousculer les lignes du tennis, les codes, est-ce que tu penses que tu as une vision, je sais pas, un peu plus poussée que le commun des mortels sur où est-ce qu'on va? Non, alors j'ai un intérêt très développé pour les sujets qu'on va appeler politiques, du sport en général. J'ai longtemps bossé dans le foot et à l'équipe, à Eurosport. Je me tapais tous les sujets FIFA, UEFA, LFP, succession de sélectionneurs, FFF, j'adorais ça. Donc, j'aime faire, c'est pas mon kiff absolu, mais j'ai aucun problème à traiter ça. Je pense que c'est très très important parce que ça permet de comprendre beaucoup plus vite des tas d'autres choses sur le sport en tant que tel. Donc non, je ne dirais pas que j'ai une vision plus poussée, mais je peux dire que ces sujets m'intéressent, m'ont toujours intéressé, et ils m'intéressent notamment sur le tennis. Alors, je suis moins responsable de la com d'ITS que responsable éditorial. La com d'ITS est faite par l'équipe centrale, elle a des points éditoriaux qu'elle fait descendre vers moi et les gens qui travaillent avec moi. Mais effectivement, tu ne travailles pas sur ETS et tu ne travailles pas sur ETS avec plaisir comme je le fais, si tu ne penses pas que c'est un projet intéressant. That's for sure. Du coup, je parlais de la création de Roland tout à l'heure, mais là, retour du tennis aux Jeux Olympiques, fashion de l'APP. Okai, bref. C'est le parti sur les grandes dates. Ok, c'est une petite bille, on va dire, qui pèse son poids et qui est assez conséquent. Et tu le verrais entre quelles mains, potentiellement, ton mec, je sais pas, comment se. Alors, j'aimerais qu'ils vivent, mais vraiment, la façon dont on a parlé au début, moi, me plaît beaucoup, c'est quand même ce que je visualisais. C'est-à-dire que je veux que les passionnés, je veux qu'ils soient légitimes aux yeux des passionnés. Moi-même, j'ai toujours lu beaucoup de livres, en tout cas, je suis toujours beaucoup intéressé au milieu de l'édition. Et c'est vrai que sur le sport, tu as beaucoup de livres un peu généralistes que tu peux, tu es mal luné, pas de mauvaise humeur ou pas agréable, dire oui, non, mais ça, c'est un bouquin grand public. Voilà. Moi, je suis un expert, je lis pas ces choses-là. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et c'est un mouvement, enfin, c'est un regard que n'importe quel passionné fondu pourrait avoir sur ce livre. Parce que la cible, c'est vraiment, il est sorti en fin d'année, c'est un beau cadeau de Noël. Je sais qu'il a été offert à Noël. Je sais qu'il a été offert à Noël à des gens qui aiment le tennis, mais qui sont pas comme toi et moi, des gens qui baignent dedans depuis toujours. Qui sont, voilà, des gens qui aiment bien regarder Roland-Garros un peu tous les ans, qui vont. Non, qui aiment ça, mais on peut pas tout faire dans la vie et qui n'ont pas nécessairement envie, les moyens de s'acheter, de plonger dans ce type de livre. Quand quelqu'un de ta famille qui est passionné de tennis te l'offre parce qu'il il sent que ça va te faire du bien, c'est ça qui doit se passer avec ce livre. Autant que je le sache, c'est à peu près ce qui se passe jusqu'à maintenant. Donc voilà, que les passionnés trouvent leur compte, mais que les gens qui sont pas passionnés arrivent à choisir leur point d'entrée pour se dire, c'est pas tout lire, pour tout comprendre, tout m'intéresse pas, mais au moins j'ai vu ça, ça, ça et ça, et franchement ça me fait plaisir parce que je savais pas. C'est ça. Il y a un entraîneur qui m'a dit, franchement s'il était plus connu, on en aurait fait un sticker pour mettre à la Fnac. Une synthèse remarquable qui fera date. Ce serait génial. Il était bon, le gars. Et dans une période que ce mélange de contenu court, c'est dur de se plonger dans. Je sais pas, il y avait 300 pages. Ouais, 300 pages avec quand même pas mal de textes et tout. C'est un pari quand même. De dire, là, après, tu viens de dire, si les gens ne lisent pas intégralement, c'est pas grave. Mais j'imagine que le top du top pour toi, c'est qu'on dévore. Alors, en tout cas, il a été, je vais pas dire fait pour ça, mais quelqu'un qui voudrait lire de la première à la dernière ligne, normalement, il y a une continuité qui permet de garder les gens. C'est comme ça qu'il a été construit. Maintenant, on sait tous que c'est pas la façon dont les livres sont forcément consommés par les gens, et c'est pas grave. Enfin, en tout cas, tout ce qui est pas un roman ou tout ça. Oui, mais même les romans, enfin, moi je suis partie de ceux qui considèrent que si au bout d'un moment dans une lecture tu t'ennuies, t'as le droit de pas terminer le livre, enfin tu vois. Tu sautes des chapitres par contre. C'est pas, alors je suis pas un très grand lecteur de romans moi, mais je commence à m'autoriser en tout cas à ne pas le goût des livres qui me transportent pas. Mais oui, effectivement déjà il y a beaucoup de photos, donc le
le point d'entrée principal dans ce livre, c'est l'image. Hein. Je veux pas se raconter d'histoire. C'est l'image. Et les images ont été choisies pour ça. Mais les images racontent des histoires. Donc, si une image t'attrape, tu regardes l'histoire qui est avec. Je pense que c'est un livre dans lequel on pourrait naviguer, mais pour aussi lire de A à Z, si les moments fondu. Je me suis, c'est une autre époque, hein, mais je me suis un peu mis quand même dans la peau du gamin que j'étais. Moi, j'étais quand j'avais, je sais pas, 11, 12 ans, on m'offrait des livres d'espoir parce que à la fin, je n'avais pas l'argent de poche pour me les acheter. Je pense que mes parents, mes oncles et tantes, ça leur faisait plaisir d'acheter des livres. Où j'ai dévoré. Ma culture foot, je l'ai faite dans des livres de ce type. Ton cœur, il bat plus pour le foot ou le tennis? Alors aujourd'hui, le tennis sans problème. Enfin, historiquement, plutôt le tennis, mais professionnellement, c'est vrai que j'ai eu 10 à 15 ans, j'étais beaucoup plus foot et un peu plus loin du tennis. Mais j'ai toujours débrouillé pour aller courir un volant à droite à gauche, inverser à droite à gauche. Je suis vraiment revenu au tennis quand je suis devenu rédacteur chef d'Eurosport en 2010, dans sport.fr. Et tu as eu donc accès à Getty Images intégrale? Non, non, pas tout. Là, ils ont pas tous les droits sur le catalogue, mais il y avait largement assez. Tu t'es passé des nuits entières à passer page 324. C'était plutôt des blogs de 2 heures. C'était pas la page, c'était le Google Doc et je sélectionnais le mot, je mettais les refs des photos et ça voulait dire choisissez l'une de ces 4 photos, elle correspond à cette histoire, à ce mot. Ah, c'est cool, franchement, merci de nous faire voyager à travers ça et d'avoir me permettre de parcourir l'histoire du tennis et se régaler avec toutes ces belles images, c'est hyper cool. Trop bien. Donc allez-vous le procurer? On peut l'avoir en maison, enfin en librairie ou que en ligne? Non, il est dans toutes les bonnes librairies classiques, Fnac, Cultura, librairie indépendante, important, et en ligne aussi bien sûr. Tennis, Cédric Rouquette, et on vous met le lien en description. Vous allez directement le commander. Merci Cédric. Et pour faire écho un peu au lieu incroyable où on est et à cette compète que tu m'as dit ton rôle. Responsable éditorial. Responsable éditorial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UTS est un événement sportif, qu'il n'y a pas d'événement sportif aujourd'hui qui existe, il n'est pas capable de raconter sa propre histoire, sur les réseaux sociaux essentiellement, aussi en étant support des médias, des broadcasters, etc. Donc je suis en charge avec une belle équipe de faire ça, d'auto-produire les vidéos non live UTS et de les diffuser. Ok, top. Et donc ça existe depuis 6 ans maintenant, depuis le Covid. ITS, il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période, on va dire, expérience 2020-2021 avec 4 éditions. Pour la plupart, joué à l'Académie Mouratoglou. Effectivement, notamment la petite première pendant le Covid où dès qu'il a été vaguement possible de voyager un petit peu. Et ensuite, c'est un tour avec 4 étapes dans l'année depuis 2023. Là, c'est la 4e saison consécutive d'un tour avec 4 étapes. Mais c'est une fois par trimestre, quoi. À peu près. C'est à peu près ça. Donc là, c'est la première étape de l'année. Là, c'est la première étape de l'année. Absolument. À Rio, ouais. En juillet. Première fois. Première fois en Amérique du Sud. On est déjà allé en Amérique latine, au Mexique. En Amérique du Sud, vraiment, ce sera la première fois. Ouais. Ah, c'est fou, à Rio. C'est vraiment fort. Dans le petit Maracanã, à côté du Grand. Et après? Et après, on ne sait pas encore. Ça n'a pas encore été annoncé. Baptiste Kern, qui est le directeur d'UTS, le bras droit de Patrick Mouratoglou sur le sujet UTS, avance encore 2-3 signatures à obtenir pour qu'on puisse annoncer les étapes suivantes, mais il est assez probable qu'on revienne dans des endroits où on est déjà allé dans le passé. Ok. Et tu me disais qu'une des éditions les plus sympas, ça avait été à Los Angeles, parce qu'il y avait une année de couture, les joueurs étaient revenus, ils étaient hyper excités de participer parce que c'est un format totalement nouveau. Est-ce que tu peux nous parler des deux, des citations des joueurs et du format, comment ça marche? UTS, qu'est-ce que c'est? C'est le tennis. Je crois que la baseline, c'est tennis like never before. Donc, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est du tennis. Sur ce cours-là et sur les autres cours d'UTS, ce que vous voyez, c'est les mêmes joueurs que l'ATP. Ouais. En dehors du Big Three, on les a tous eus. Si vous regardez le classement ATP, même nous, on a eu du mal à le réaliser quand on a regardé la liste en début d'année, mais ils sont tous passés un moment ou un autre. Donc, c'est les mêmes joueurs. À part Carlos. Ce que je dis, à part les 3. Ouais. Carlos Sinner, Novak. C'est tous trop cher. Trop cher. Pour les avoir. No, les 3 ouais. Oh, j'imagine que c'est ça. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de minimum garantie.
Là, tu poses des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Il y a 1 million de garanties puisque chaque joueur peut faire son calcul. Et si je perds tous mes matchs, qu'est-ce que j'ai? C'est ça, 1 million de garanties. Ouais. Mais il n'y a pas de garantie au sens ETP, ça c'est sûr. Ouais. Non, ça c'est sûr. Et probablement que le prize money, du coup, donc le minimum garanti, effectivement, c'est pas assez pour que ces gens-là se déplacent. Mais ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, oui, c'est les trois seuls qu'on n'a pas eu. Il n'y a pas que des enjeux financiers, je pense. Il y a aussi des enjeux de gestion de saison. C'est-à-dire qu'à un moment, les joueurs, quand ils sont vraiment top 5 tout le temps, c'est pas à toi que je vais apprendre que ce sont des Formule 1 qui gèrent leur saison vraiment dans le moindre détail. Comme ces joueurs qui sont quand même assez sûrs d'avoir un certain nombre de résultats minimaux dans les grands chelems et les Masters 1000, ils peuvent vraiment, en termes de repos, je vais pas te parler de Alcaraz à Soumanela, mais c'est quand même un peu ça, en termes de repos, en termes de préparation, se faire du sur-mesure et estimer comment ils n'ont pas besoin d'UTS ni sportivement ni financièrement. Vraiment des gens qui sont dans cette dynamique-là, voilà. Tu vas me dire en Arabie Saoudite, ils y vont. Non mais voilà. On ont-ils besoin sportivement? Pas sûr. Donc qu'est-ce que c'est? C'est du tennis et like never before. Pourquoi? Parce que les règles sont différentes. C'est du tennis contre la montre. Ouais. Ça se joue en carton comme des baskets, comme au basket, pardon. Avec un certain nombre d'autres règles, je vais pas toutes les donner là, elles sont faciles à trouver sur le site et puis il suffit de live Twitch. Il suffit de regarder un carton pour bien comprendre, mais Non, c'est diffusé où maintenant? De quoi ITS? Ouais. Il y a des broadcasters locaux dans la plupart des pays. Ok. Et là, à Nîmes? Là, à Nîmes, en France, c'est l'équipe. Ok. D'ailleurs, je sais pas, c'est sur le site, mais voilà. Une seule balle de service, une olette, 15 secondes entre chaque point pour que ça aille plus vite. Un point chacun à chaque point? Un point chacun, exactement. Il y a une carte bonus par quarter. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux dire le point suivant, si je le marque, il vaut 3 points. C'était très pratique, soit pour amplifier ton avance, si tu sens que tu peux mettre un coup des marteaux sur l'autre, soit pour revenir sur l'autre, si tu as, je sais pas, 5-6 points de retard. Carte bonus, tu marques ton count 3 juste avant de servir ou recevoir, selon que tu sois plus à l'aise avec l'un ou l'autre. Donc ça fait que il y a rarement des raclés quand même. Très très rarement des raclés. Et des joueurs qui commentent dans les... Et effectivement, il y a 2 cartons. Entre 2 cartons, les joueurs sont interrogés, au même titre qu'ils sont interrogés sur le circuit ATP et les grands chelems après les matchs. Là, pendant le match, il y a moyen de leur parler et de comprendre où ils en sont. En général, ils sont carbo. C'est là que tu vois que l'UTS est très très exigeant physiquement. Okay. Vraiment carbo. Et voilà. Et il y a beaucoup de... Alors, je ne peux pas parler à leur place, mais bon, on les côtoie quand même d'assez près, les joueurs qui font UTS. Ils ont tous de bonnes raisons de venir le faire. Au-delà du prize money, qui est bien, qui est confortable. Enfin, UTS versus un 250, il vaut mieux faire un UTS. Ouais. 500 000, c'est autre chose, mais par rapport à un 250, si tu compares le temps que tu passes. 150 000, je crois, au vainqueur. Voilà. Chaque étape. Voilà. C'est quand même monstrueux. Donc, il y a l'intérêt, effectivement, financier de gestion de carrière. Il y en a beaucoup que ça intéresse vraiment d'explorer cette nouvelle forme de tennis et de relation avec le public. Et c'est partie des choses pour lesquelles c'est tennis like never before. Quel joueur? Casper vient souvent et Casper, on sent qu'il est impliqué dans ce qui se passe. Casper, tu pourrais te dire vu de loin, un joueur très sérieux, voilà, qui envoie des ronds, qui est solide, qui est le gendre idéal. Des rouleaux plus que des ronds. Des rouleaux plus que des ronds, un côté gendre idéal, mais en fait, il s'éclate à faire les contenus avec vous. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quand même un type qui a 25 ans et qui est de cette génération. Il a toujours que 25 ans. Peut-être 26 maintenant, mais en tout cas, on a commencé à travailler avec lui quand il avait 23. Tu pourrais te dire ce genre de joueur qui est bon sur terre et tout, qui a eu il gagne ici l'année dernière sur des quarter points extrêmement importants. Tu avais le public debout et qui faisait olé à chaque coup. Mais comme imagine une balle de match ou balle de 7 à Roland ou ailleurs, avec tout le monde debout qui crie olé, c'est quand même autre chose. Enfin, l'image est tellement forte que je me suis dit, c'est dommage pour nous parce qu'en contenu, quand tu le regardes, tu as quasiment l'impression que c'est un échauffement. Tellement tout le monde est dans l'action. Tu dis olé, personne ne peut se permettre ça sur de la compétition. En fait, si, les mecs se permettent ça en compétition sur le quarter point qu'il a donné de quarter à 1 en demi-finale. Les gens peuvent faire venir un coach et le coach est payé aussi, c'est ça? Le coach est payé sûrement, c'est son métier, mais je ne sais pas quelle est la mécanique qui fait qu'UTS rémunère ou pas. Mais en tout cas, le coach est sur le banc. Ouais. Les joueurs sont pas sur des chaises à côté de la chaise de l'arbitre. D'ailleurs, il n'y a pas de chaise d'arbitre à UTS, il y a une table. C'est partie des un peu comme un NBA, tu vois. Okay. Et et les joueurs sont sur les côtés un peu comme à la United Cup, tu sais. D'accord. Avec leur coach. Ouais. Et le coach, alors les coachs pour le coup sous-utilisent un peu les règles UTS parce que les règles UTS précisent que le coach peut faire
ce qu'il veut pour coacher son joueur. C'est-à-dire qu'entre chaque point, il pourrait parfaitement se lever, aller voir le joueur au service, parler de... si la règle des 15 secondes est respectée, il pourrait tout à fait faire ça. Les coachs sont encore très. Ils sont encore... Enfin, non, pas forcément. Conservateurs. Beaucoup jouent le jeu entre deux cartons, sont contents parfois de prendre le micro. Quand on leur demande, nous, à leur mettre un micro pour entendre ce qui se passe, même quand ils ne parlent pas au public, il n'y a jamais de problème. Donc, ils sont aussi contents de ça. L'année dernière, il y a un coach qui était Wayne Ferreira, qui était rentré ici avec son portable. Il a lui-même filmé partout les tribunes. Il était avec... Attends, je suis en train de... Non, je crois que c'était vraiment Wayne Ferreira. Attends, je couperai si je dis une connerie. C'était vraiment Wayne Ferreira. Et avec qui il était? Avec Copirine. Ah ouais. Avec Oui, Copirine. t'as raison. Voilà, il était Copirine. Alexei. Voilà. Et donc, bon, voilà. Alexei qui est pas dans l'orga aussi. Non, son père a eu, comment dire, a partagé une étincelle qu'il avait eue avec Patrick sur ce que le tennis pourrait être en termes d'évolution de spectacle et de règles. Et pendant le Covid, pendant un moment, il se passait plus rien. Tout le monde crevait la dalle du tennis. Il a, je crois, été l'étincelle qui a dit à Patrick, on le fait. Ok. Magnifique. Et à Los Angeles, alors Oui, alors en fait, ils arrivent là-bas comme des dingues. Ouais, c'était une discussion à bâton rompu qu'on avait tout à l'heure. Tu me dis, c'est quoi ton UTS? Je sais plus quelle est ta question, le UTS que tu as préféré. Ouais, voilà. Bon, c'est leur souvenir. Ouais, c'est une réponse qui est très difficile à apporter parce qu'ils ont tous eu leur charme et leurs difficultés. Et puis, une fois, chaque fois qu'on va dans une nouvelle ville, qu'on est confronté à une nouvelle culture, à Hong Kong, il se passe des choses complètement différentes. Mais ma réponse spontanée, ça a été effectivement que le tout premier de la nouvelle formule, en juillet 2023, à Los Angeles, il y avait une vibe incroyable. Au moins pendant 2 jours, en tout cas. La veille du premier jour et le premier jour. Sur le plan logistico-technique, c'est probablement le moins bon qu'on ait fait. Internet, c'est une galère. Il y a eu des galères. Il y avait juste la galère du numéro 1, si tu veux, dans cette configuration. Mais malgré tout, l'événement a eu lieu. C'était un très bel événement pour ceux qui l'ont fait. Et il y a eu pendant 2 jours une espèce d'électricité liée à la ville, hein, sans aucun doute, liée à l'excitation de tout le monde, de l'équipe, des joueurs qui se sont rencontrés dans cet endroit. Et donc oui, pendant 2 jours, les joueurs étaient vraiment excités comme des puces. Je me rappelle du brief des règles. Où vraiment, ils étaient tous là, à la fois comme des students, tu vois, qui va processer des nouvelles règles, mais qui étaient déjà en train de processer sur comment ils allaient les utiliser, à se chambrer comme ils savent le faire, tu sais comment ils sont. Les limites avec, je sais plus, c'était Gaël ou Ben qui se levaient en train de mimer ce qu'ils allaient faire. Bon, enfin, je veux dire, pour un brief de règles, c'est quand même très, très spé. Et le lendemain, c'est là qu'il y a eu toutes les actions qui tournent encore pas mal sur les réseaux, hein, de Public de Shelton, de mon fils, je sais plus qui d'autre, mais... Tel point que les mecs se sont cramés en une journée. Quoi. Exactement. Et si vous regardez, tous les highlights sont sur la chaîne YouTube, les demi-finales et la finale du LA 2023, c'était un événement sur 3 jours. Hein. Mais je me souviens qu'on sentait que les joueurs y avaient laissé des plumes. Ah ouais. Bah déjà. On l'a fait le soir, les gars, un peu. Déjà, bon, je pense qu'il y a un peu de tout. Non, mais c'était pas la fête qu'ils avaient cramé, c'était vraiment une nouvelle fois. Je vous invite à le faire. Enfin, je sais que tu joues beaucoup au tennis. Moi, quand je joue avec des potes, maintenant, 1 fois sur 2, c'est au règle UTS. Énorme. Ben oui, parce que en fait, tu joues plus. Ouais. Tous les points sont plus importants. Que tu joues ou non, tu as une balle de service. C'est-à-dire, tu mets 15 minutes de chrono. Ouais, 8 minutes. 8 minutes. Ouais. Et un service chacun. 2 services chacun. Et tu fais le total des scores en 8 minutes. Ouais, exactement. Avec, faut réussir à se dire, j'ai que 15 secondes entre 2 points. Ouais. C'est un peu doigt mouillé. C'est un peu dommage, sauf qu'on n'a pas de ramasseur de balles. Mais honnêtement, tu sens que tu as plus joué, tout simplement. Hein. C'est aussi bête que ça. Et donc c'est un format qui est exigeant physiquement, tout simplement, une fois. Mais pour ceux qui vont regarder UTS Nîmes, alors, soyez attentifs, les mecs entre 2 cartons, vous verrez. Dans l'after movie l'année dernière, on a même mis Machak qui dit j'ai plus de poumons. Enfin, il doit répondre aux questions, mais en fait, il va te récupérer, tu vois. Et sur le All on the Table, ouais. Un contenu avec un dîner et des joueurs autour de la table. Le moment où Manarino et Richard, ils chambrent un peu Patrick avec Machak en disant que
Il a son short aussi, Ouais. T-Rex 4. Patrick arrivé sur le court, tu sais, quand t'appuies sur la carte, la carte Patrick, il arrive comme ça, comme un gladiateur, pour te coacher, quoi. Et là, le carton, tac, 12-2 en 2 secondes. 12-2. Avec le short de match. À quel moment vous vous dites, bon, allez, on regarde, parce que c'est un peu. Alors, un peu chambreur, tu vois. Ouais, c'est complètement chambreur, mais c'est ce qu'on veut. Hein. Les Dinner on the Table, s'ils étaient des conférences de presse de zéro, honnêtement, ça n'aurait d'intérêt pour personne. Mais je vais te surprendre, en fait, par rapport à tout ce que les joueurs disent pendant un dîner, et ils disent quand même beaucoup de choses, par rapport aussi à... Quoi, on a 4 caméras, on déboule dans des endroits qui, la plupart du temps, ne connaissent pas. C'est un format qui est relativement facile à faire, en fait. Ah ouais. Ouais, pour 2 raisons. La première, c'est que tout le monde le connaît. Tout le monde les a vus. C'est Capsule. Et donc, je veux dire, quand tu dis aux gars, viens, on va faire un dîner, tu sais, machin, t'as pas à raconter le truc. Les gens l'ont déjà tellement vu passer qu'ils voient ce que c'est, que ça les intéresse et que c'est pas si difficile que ça à monter. Je mets toutes les nuances possibles, mais Des bons profils quand même, parce que ça peut être un Absolument. peu plat, quoi. Non, mais ça devrait être sur le papier plus difficile à réaliser. Donc, la première chose, c'est que tout le monde le connaît. Et la deuxième, c'est que, faut pas croire, les joueurs, en fait, faire du contenu, ça les gêne pas. Ce qui les gêne, c'est le côté un peu monotone, monocorde, par exemple, des conférences de presse, un certain nombre de questions, mais qui est très bien placé pour savoir. Hein. Tu leur proposes des podcasts très longs, tu leur proposes des choses qu'ils font pas tout le temps, qu'ils font pas ailleurs. Dans ces cas-là, ils ont du temps, ils sont responsifs, ils sont voilà. Et donc pour cette raison-là, c'est pas si difficile. Ensuite, il y a un autre sujet. Alors j'ai dit 2 raisons, ce sont les 2 principales. J'ajoute des choses qui sont certains joueurs sont venus plusieurs fois et mais non, mais je veux dire, ils nous connaissent maintenant. Et c'est quasiment un moment de leur ETS. Je prends un exemple dernier à Londres. On fait Dominor, Casper, Cherundolo, non pas des bras cassés, tu as quand même 3 top 20, tu vois. 3 top 20 qui sont en pré-saison, 3 top 20 qui peuvent gagner le tournoi. Enfin, donc, on fait, bon, déjà, ils seront disponibles, on enregistre. Dominor par avant tous les autres, je pense, par discipline de top 10, qui veut être top 5, etc. Casper et Cherundolo restent en place. Ah, vous tournez, vous continuez de tourner. On continue de tourner. Au bout d'un moment, on s'arrête, on coupe. Que font les deux? Ils se rassoient, continuent à discuter. Discute avec eux, avec nous, et Casper reste 20 minutes avec nous, à discuter comme ça. Et donc, je pense que c'est des bons moments pour eux, tout simplement. Enfin, c'est juste, on a trouvé un truc qui rejoint ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils font pas assez souvent. Ils nous le disent beaucoup aussi. Sur le circuit, ils vont pas dîner entre les joueurs. Ils vont dîner avec leur team. Et en fait, alors ceux qui ont connu ça dans le passé, Gaël, typiquement, ça leur manque, et ils sont contents de le refaire. Ceux qui l'ont pas connu, ils disent c'est cool en fait. Là, on va le faire plus souvent ou tiens on le refera. Voilà, je sais pas s'ils le font après, hein. Mais ça a disparu et en fait on leur offre la possibilité de faire un truc qui est vraiment d'intérêt général pour tout le monde quoi. Et du coup ce climat qui fait que les gens savent ce que c'est, les gens savent qu'on fait pas n'importe quoi, font qu'en fait c'est assez facile de déterminer ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. C'est assez facile. Tu disais qu'il y avait une autre raison pour laquelle les joueurs participaient, tu parlais de Casper. Ah, participer à UTS? Ouais. Parce que ce que j'ai dit, c'est coupé sur le. Non, mais on parlait que du prize. Ouais, non, on a parlé du prize, on a parlé du fait que certains joueurs, et là tu m'as demandé d'illustrer, j'ai cité Casper, mais il y en a d'autres, sont intéressés par cette nouvelle façon de faire du tennis et d'avoir une connexion avec le public complètement différente. Enfin, on sent que ça les mobilise, ça les éveille. T'as aussi ceux qui ont compris que la formule, j'ai décrit déjà le fait qu'elle était vraiment exigeante physiquement, nerveusement, les faisait progresser dans leur jeu, tout simplement. Avoir une seule balle de service, la même contrainte très particulière, n'avoir que des secondes balles ou des premières, deuxièmes face à toi, ça t'oblige quand même sur le retour à donner davantage. Il faut savoir, d'après toi, tiens, question, tu connais le tennis, d'après toi, UTS, c'est qu'une seule balle de service, est-ce qu'il vaut mieux se servir ou relancer? C'est sur le circuit ATP, dans les règles traditionnelles, on sait que le service est un avantage incroyable. À UTS, est-ce que c'est toujours le service? Si oui, dans quelle proportion? Ouais, si le mec mouille un peu, il vaut mieux le faire servir. Ça dépend des joueurs. Tu as des joueurs qui sont entre 47 et 50% pour les de service, d'autres qui sont entre 50 et 53. Ok. Et donc chacun a, et tu retrouveras des extraits de vidéos qu'on a passés dans le passé. Gaël dit,
Mais moi, je joue ma bonus card sur le retour. Beaucoup jouent leur bonus card sur le retour. Et elle offre quoi la bonus card? Bah, la bonus card, c'est celle qui offre, tu sais, 3 points, 3 points au lieu d'un. D'accord. Tu peux la déclencher sur ton service ou au retour. Tu vas bien beaucoup la déclencher au retour. Ok. Et donc ça crée quand même des patterns, si on peut dire, et qui leur sont ensuite utiles sur le circuit public nous a dit en 2004, mais c'est pas, on a publié la vidéo, une conversation dans un couloir avec Patrick où il dit mais c'est grâce à UTS que j'ai compris que j'avais pas qu'un service. 2024. Ouais. Oslo 2024, il dit ça dans le couloir, il dit mais moi je disais mais UTS me prive de mon service, j'ai aucune chance. Au début j'ai pris cher, et puis j'ai commencé à gagner des matchs, il a fait une finale à New York en 2024. Et il dit, mais j'ai vu le changement sur le grand tour. Ouais. Et bon, ça, ils sont quand même quelques-uns à s'en servir de cette façon-là aussi. Mythique. Est-ce que tu as des anecdotes un peu pour nous faire voyager à Guadalajara, à Hong Kong, à New York que tu viens de citer, et vous avez fait que des villes de fous. Vous étiez à Oslo, à Londres, Ouais. Nîmes, 2e année. Fais-nous voyager au cœur du réacteur avec des petites infos croustillantes. Mais t'as 2 heures ou t'as 4 heures devant toi? 3 jours, là, je suis là jusqu'à samedi soir. Mais quel type d'anecdote? Parce qu'en fait, il y a Tout ce qui vient et qui permet d'illustrer au mieux cette aventure. Ça peut être des non, mais- kilomètres de câbles, des gondoles que vous avez creusées tout à l'heure sur le cours ou avec les joueurs, tu vois. Non, mais un truc qui est intéressant quand même, c'est la façon dont est né le All on the Table. Et dont on a compris tout de suite qu'en fait, on tenait une pépite et qui était facile à décliner. Ouais. C'était donc avant UTS LA 2023, il fallait promouvoir LA 2023 avec tous les joueurs possibles et imaginables. Donc on est allé à Madrid, on est allé à Paris, enfin pendant Roland, on a fait plein de vidéos pendant Roland. Et puis on a aussi profité du passage de certains joueurs à l'académie. Et donc on a tous fait avec eux la demi-heure réglementaire qui est due dans leur contrat, qui est donc là tu dis explique ton surnom, là tu dis achetez vos places. Bref, je peux poser quelques questions. Enfin ils ont joué le jeu. Mais ça restait tradit. Mais on se dit, il faut autre chose. Je fais plus rock'n'roll, je fais plus. Ils doivent le faire à l'académie. De plus authentique, pardon. Ils doivent le faire à l'académie. Bah, en tout cas, certains qui étaient de passage à l'académie, on a profité de son. Ouais. Ok. Et donc on se dit, il faut quelque chose de plus authentique. C'est quand même le but du test, c'est de faire en sorte que le public s'identifie plus au jeu et aux joueurs, et notamment parce que aussi dans les contenus qu'on va diffuser, ils seront plus proches de ce qu'ils sont finalement quand les caméras sont éteintes que quand elles sont allumées. Et donc c'est pas compliqué, il faut leur faire faire, il faut les amener, il faut leur faire faire un truc qui leur plaît, dont ils ont envie. Voilà, et donc coller. non mais limite, parler. c'est-à-dire que Tiafo va à l'académie, à ce moment-là il me connaît ni d'Ève ni d'Adam, il sort du cours d'entraînement, je lui dis il faut que 5 minutes, j'ai une idée pour UTS, il me dit ok, viens à la chambre d'hôtel avec mon kiné, ok, donc dans sa chambre d'hôtel, avec son kiné, il se fait masser, je lui dis là voilà, à Roland, si on va tourner des contenus avec toi, on veut t'amener faire un truc qui te fait kiffer, des gens qui te font kiffer, dis-moi, il dit bah tu sais si tu veux faire du contenu sympa, tu le mets autour d'une table avec mes potes, des petites Fritz qui était dans le casting de LA, une petite Tommy Paul, pas dans le casting de LA. Il m'en cite un autre, je sais plus, il dit voilà et on fait ça. Ok, très bien. Donc il faut passer par les joueurs, les agents pour avoir Tiafo autour d'une table avec. Alors tiens-toi bien, le casting il est passé par Coco Gauff, Tommy Paul, Ben Shelton qui est dedans, Chris Eubanks qui est dedans. C'était le tout premier? Non, voilà. Le tout premier c'est Tiafo, Shelton, Eubanks. Ok, c'est le tout premier. Propre. Ça c'est où? C'est à Paris, près des Chats. Ok. Pendant Roland, j'ai dit qu'il passait de Roland. Ah ouais, ça vous anticipez un. Exactement. Exactement. Bien vu. Et une heure avant, on va dire je crois que c'était rendez-vous 20h30, entre 18h et 20h, on est passé de est-ce qu'on peut le faire à 4 à ah non mais Ben vient plus, ah non mais Francis vient plus, ah mais Coco elle vient pas, je dis à Patrick bah écoute je sais plus, Ben vient plus, il m'envoie son téléphone, je l'appelle direct, donc on est passé de on le fait plus à on est 4. Voilà. Finalement on y arrive, Ben, Tiafo, Eubanks. Et voilà, bon, on arrive, les mecs arrivent, s'installent, on branche les caméras. Moi, mon intuition, c'était qu'il fallait pas intervenir, ou très peu. Vraiment les laisser faire leur truc. On avait quand même listé de tas de trucs sur lesquels on voulait faire parler, au cas où les mecs étaient tétanisés. Et mon intuition, c'était que ça se passerait bien. Ouais. Au bout de 2 minutes, on constate qu'ils ont oublié les caméras, ils savent plus où elles sont. Ils sont entre eux, on dit super. Puis on écoute, on se regarde, on se dit mais... Ils nous ont vraiment dit ça? Et non,
Donc, ils l'ont dit, hein, t'as entendu comme moi. Ouais, on s'est envoyé des regards comme ça. Et moi, je vois tout de suite, je dis, ok, en fait, ça va être un format long YouTube dont on va sortir des petites capsules. Ça, c'était même pas sûr à ce moment-là. Il est juste le tourner. Et donc, le concept, en fait, il a été, pour ce tout premier dîner, créer la puissance de tous les autres. Alors, il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons, mais tu comprends tout de suite quand tu le vois. Donc ça, mais vraiment, j'ai plus le détail à 18h30, à 18h45, à 19h. J'étais à Molitor, je sais plus qui j'étais prêt à saisir je crois que c'était Tiefo qui tournait à Molitor, j'étais prêt à le saisir par la manche à la sortie de son shooting pour l'amener. Bon bref, mais on a atterri à 3 alors franchement les configurations 0, 2, 3, 4 ont circulé sur WhatsApp pendant 1h30. Parce que celle qui a eu le marché, qui a vachement bien lancé, c'était Patrick, mon fils et père. En France en tout cas. Pas forcément international, mais en France, le LA, Patrick, mon fils père aussi. Ouais. Celui-là, il est Il est exceptionnel. exceptionnel. Bien sûr qu'il est exceptionnel. Il s'envoie du rouge. Père aussi, je crois. Tous. La monf aussi. La monf moins. Ouais. La monf moins. Et planche de charcute. Planche de charcute. Tu dis, tiens, sympa. Franchement, bonne franquette. Mais ça partit de ce que je te racontais tout à l'heure sur, les mecs parlent vraiment. sur l'électricité qu'il y avait à LA. Ça en fait partie. Ah ouais. Ouais, cette soirée était incroyable. Ouais. Dans un resto tenu par un Français. Non, mais celui-là, il est. Mais pareil, donc t'aimes les anecdotes, donc j'enchaîne. Sur le dîner de LA, donc pareil, on savait qu'on avait des pépites. Mais en fait, sur pourquoi mon fils n'a jamais gagné le Grand Chelem et pourquoi la génération de mon fils n'a jamais gagné le Grand Chelem, c'est probablement le seul document qu'il faut regarder. Où tu comprends tout de ce que Patrick pense, en tout cas, sur le fait qu'ils avaient complètement le potentiel, mais qu'à un moment, c'est soit des choix, soit des représentations mentales de ton potentiel qui fait que tu n'y arrives pas. Bon. J'ai vachement évolué, mais je suis moins fort que ces gars-là. Et que c'est ces gars-là qui m'ont tiré vers le haut pour que je sois d'ailleurs beaucoup plus fort. Et de temps en temps, je trouvais que les gens, ils sont sur ils t'idéalisent d'une certaine façon où tu ne perds pas un point, tu ne perds pas un match. Chose qui n'existe pas. Parce que la chose dans tout le monde, et toi le premier aussi, Benoît, j'aurais pu gagner 10 grands chelems. Bah, je l'aurais fait, tu vois ce que je veux dire, mais à 800%, quoi. Les gens, ils acceptent pas que quand tu leur dis... Et puis t'es moins fort. Écoute, Non, mais, le mec, il est meilleur mais que voilà, toi, que le mec est plus fort. Excuse-moi, Mais t'as Alcaraz envie de- qui arrive, il a 19 ans et il est meilleur que tout le monde. C'est Qui pas possible, Alcaraz. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive, il est numéro 1 mondial. Il arrive à battre tout le monde. C'est quand même qu'il a un truc en plus que les autres. Mais comme par contre, tu vois, je vais te dire, je suis moins fort que ces gars-là, mais je suis plus fort que beaucoup de personnes, par contre. Ok, et mon fils explique pourquoi il n'est pas arrivé et pourquoi à ses yeux c'est normal et pourquoi les autres étaient meilleurs. Bon. Ok, et donc, bon, moi je sais qu'il n'a jamais dit ça, qu'il n'a jamais dit comme ça. Ma crainte c'est toujours qu'à froid, finalement ça passe pas, tu vois. La plupart des joueurs ne nous demandent pas à regarder avant. La plupart des agents ne nous demandent pas non plus, mais Gaël voulait le regarder. Vache. Tous ces trucs-là, ils vont couper, c'est pas possible. Parce que il y a des moments où Gaël Ça dit fait bien, je me sens soutenu là. non mais Gaël dit je suis moins fort, je suis moins fort, je suis moins fort. Tu dis bah peut-être tu peux pas le laisser passer, tu vois. Bon. Je me sens moins seul. Et donc on envoie. Et moi je me dis on verra bien. Ils ont demandé 2 coupes, mais qui étaient à mes yeux totalement anecdotiques. Pas de problème. On touche pas au reste. Pas de problème. Pas de problème. Et dans la série, tu vois, les mecs le font, ils ont confiance en nous. Je vais te donner une anecdote aussi. Sur le dernier, Casper raconte qu'il s'est mis une mine hallucinante pour son enterrement de vie de garçon, quelques semaines avant le tournage. Il le raconte comme ça, puis il est content de le raconter. Dominor, si t'écoutes bien, dit non, on en parlera hors antenne. Et non, mais Casper, il y va. Non, je suis pris ma première grosse mine depuis longtemps. De mémoire, il explique qu'en Norvège, en termes de garçon, tu peux absolument pas résister à ce qu'on te demande de tes potes. Ah ouais, il a regretté le lendemain et tout. Voilà. Exact. La semaine. Il déclare plus fin de la semaine. Last week, I had my bachelor party in Las Vegas. Wow. Yeah, I did like That's 2 weeks of practice or training, and then I went for like a weekend, and then probably ruined everything. Yeah, we'll talk about it later. Yeah. We were like 9 guys, and first time I ever got drunk, like super drunk. Super drunk? Really? First time ever, yeah. Wow. Bon. On s'apprête à sortir le truc. Moi, je dis, je vais. Casper et son agent sont super cool, mais je me sens pas balancer ça sans les consulter quand même, tu vois. Et donc, Casper est le milieu de l'Australie qui rentre. En plus, il va être père de famille, si tu veux. Donc, je texte à son agent. J'ai dit, voilà, Casper a raconté vraiment de façon très open ça. D'après toi, ça va le gêner ou pas? Il dit, envoie-moi la séquence et je te dirai.
en 24 heures, j'avais no problem for Casper. C'est cool. Je sais Et ça, c'est qu'il cool. vous apprécie Ça, c'est cool. énormément. Donc, ça veut, bah, non, enfin, même s'il nous apprécie, si un jour Casper dit un truc qui dépasse les bornes et que on ne le consulte pas tout en mesurant l'ampleur du truc, et bien sûr qu'on en entendra parler. Mais voilà, tu vois, enfin, j'aurais pu ne pas en rester texto, ça n'aurait pas posé de problème. Sur un truc, extra. Par contre, il s'est mis mimique, donc voilà. C'est cool. Bien joué. Autre chose sur les d'autres villes? Si, j'ai une anecdote sympa qui est plus sportive, qui est sur l'UTS Francfort 2024. En plus, Francfort, on y est, 2023, le tout premier. Il y a les 2 fois Francfort, on n'y est pas retourné en 2025. Donc bon, c'est vraiment l'histoire ancienne pour UTS à ce stade, même si c'est vraiment la 4e saison. Et la première édition de Francfort, Daniel est à l'affiche. Et donc Daniel, on a fait tous les contenus de préparation. D'ailleurs, il y a une vidéo mythique qui circule toujours sur son surnom. C'est Rublev dit qu'il s'appelle Octopus. Ouais. Pendant ce temps-là, Daniel est en train de raconter très fier qu'il est The Chess Master. Pas du tout, mec, t'es à full. Voilà, exactement. Donc vous trouverez cette vidéo facilement. Et Daniel fait finale à l'US Open et en battant Alcaraz en demi. Et donc à chaque tour qui passait en première semaine, on était là, super, Daniel il est bon, ça va être bon pour la billetterie à Francfort. Et je me rappelle à partir des quarts avoir dit attention, faut pas qu'il aille trop loin parce que s'il va au bout, jamais il sera à Francfort le vendredi. Enfin, faut être réaliste quoi. Et ça a pas coupé. Le mardi, on sait savoir que Daniel est vidé, qu'il peut pas faire UTS Francfort. Et donc faut trouver un remplaçant. Parfois, vous galérez à trouver des gens? Alors, des remplaçants, ça peut arriver dans ce contexte-là. Faire le line-up de 8, non. En général, ce qui est plus difficile, c'est plutôt tel que je le comprends, hein, je suis pas dans ces secrets-là, mais c'est plutôt de gérer le potentiel, quoi. T'en as 12 qui veulent le faire, mais il en faut 8, c'est plutôt ça. Des remplaçants, ça peut être galère. Et là, en l'occurrence, c'était galère parce que c'était une semaine de Coupe Davis. Et donc, tout le monde voulait jouer la Coupe Davis pour avoir une chance de jouer au JO. Ouais. Et en fait, c'était Grigor Dimitrov ou vraiment, au classement ATP, on était sur les classés à 3 chiffres. Ouais. Voilà. Et donc, Grigor, suspense, Grigor à venir, Grigor vient en dernier moment. Ok. Grigor, le premier jour, joue ses matchs et se qualifie en pensant être éliminé. C'est-à-dire qu'il a un match contre Casper, qu'il perd, mais il marque le quarter qui suffit à se qualifier. Donc, il a 2 doigts de se barrer. Il dit non, mais mec, t'es qualifié. Je dis, pardon, Casper, oui, c'est des poules, regarde et tout. Ok, qui reste un jour de plus. Et il jouait très très bien, Grigor, vraiment. Et moi, j'ai dit à tout le monde, vous allez voir, Grigor, le dernier arrivé, il s'est pas projeté, il joue, il va gagner. Il joue tellement bien qu'il va gagner. Finale contre Rublev, je pense que c'est la finale le plus haut niveau qu'on a eu à l'UTS. Yeah. Pur niveau de tennis. Ouais. Peut-être que je suis biaisé par le fait que j'étais bord pour. C'était vraiment Rublev à son prime contre Grigor, pas à son prime, mais quand même. Hein. Et le match est d'un niveau incroyable. Et le 4e quart-temps, si je me souviens bien, Rublev va avoir 5 ou 6 balles de match. Et en fait, il en perd 4 ou 5 à la suite. Et c'est vraiment sur la dernière qui allait précéder une égalité qui est finie par battre Grigor. Et donc Grigor qui ne fait pas venir est en finale. Joue l'acier. J'ai perdu mon pari. Mais en tout cas, la finale au niveau sportif était exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Hein, si vous regardez les images, vous verrez que je ne vous baratine pas. C'est vrai qu'un mec qui n'était pas, pas dans les vis. Est-ce que tu penses que l'UTS peut disparaître dans tout moment ou c'est assez solide? Non, ça m'a l'air assez solide quand même. Après, une fois, je suis pas dans les secrets des dieux. Moi, je suis quelqu'un qui fait des contenus. C'est quand même 98% des discussions que j'ai avec Patrick et Baptiste, Emilien et toute l'équipe UTS. C'est quand même des contenus, c'est plus que la pérennité. Non, j'ai quand même l'impression que c'est quand même aujourd'hui bien installé. La principale difficulté de l'UTS, c'est pas, tel que je le perçois, d'exister comme concept. C'est même pas d'exister économiquement, c'est d'exister dans le calendrier du tennis mondial tel qu'il est organisé. Et là, ça rejoint une des questions que tu me posais tout à l'heure sur le livre. C'est une question qui m'intéresserait quoi qu'il arrive, parce que même, oublie l'UTS, oublie le Thinking Slam, juste concentre-toi sur les enjeux des grands chelems, l'ATP, la WTA, du circuit masculin des différents niveaux, tu as des gros enjeux sur l'organisation du tennis. Mais pour le coup, le fait que l'ATP est... Alors, est-ce qu'ils ont un monopole de fait ou pas? Faut que je me méfie de ce que je vais dire, parce que il y a un procès à New York autour de la question de savoir s'ils ont un monopole ou pas. Mais en tout cas, sur le fait que les joueurs, à partir du moment où ils jouent sur le circuit ATP, ont un niveau de contrainte très important, qui fait qu'en fait, jouer UTS ou monter les UTS n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, c'est le principal frein. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour UTS? Une fois, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, et entre autres, une raison pour lesquelles, dans la 3e partie du bouquin, j'évoque l'avenir de ce sport, et pas seulement sur le terrain.
qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons que l'ATP et ses alliés gagnent, c'est-à-dire que le monopole de fait se renforce, je sais n'importe quoi, mais l'argent des Saoudiens, les grands chelems restent chacun dans leur coin, il ne se passe rien, et l'ATP interdit quasiment de fait le fait que des événements parallèles comme l'UTS puissent exister. La UTS aura forcément des difficultés à exister, comme beaucoup d'autres. Imaginons au contraire, je ne sais pas moi, que les 4 grands chelems se disent non mais c'est nous le plus grande marque de tennis mondial. Donc en fait le tennis il va s'articuler autour de nous. Et donc je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, mais l'ATP et la WTA en ressortent affaiblis. Que parmi les gens qui s'occupent de tournois du Grand Chelem, il y a notamment Metab Taylor qui est passé de Australian Open à l'US Open récemment, mais qui lui a une vision quand même très moderne du tennis. Je crois savoir qu'il a amené l'UTS. Ces gens-là, demain, se mettent à avoir plus de pouvoir. Et si d'un seul coup, des UTS, tu peux en faire 10 dans l'année, dont 4 la semaine qui passait des grands chelems, c'est tout de suite un autre monde. Si tu veux, je pense que UTS, c'est quand même difficile de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement. Est-ce que demain, si les vannes s'ouvrent, on peut en faire 8, mais le fait d'en faire 8, c'est une folie des grandeurs, tout ça, je ne sais pas. Mais quand même, ça fait une 4e saison de suite avec des gens qui reviennent, des villes qui reviennent. Toutes choses égales par ailleurs, j'ai du mal à imaginer que ça ne continue pas au moins comme ça. Voilà. Après, Dubaï, Arabie Saoudite, vous prenez une pierre, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci Cédric. Je me rends, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé, de nous inviter avec pour plaisir. cette semaine à Nîmes. Allez vous procurer ce livre magnifique, Tennis, de Cédric Rouquette. Et longue vie à l'UTS, longue vie à ce bouquin. À la prochaine. Et longue vie à Tennis Legend. Vamos! Abonnez-vous à cette chaîne. Est-ce que vous achetez le livre ou pas? C'est très important. Mettez un petit commentaire. Allez suivre Cédric sur son compte Insta. Il ne publie quasiment jamais, ne commente encore moins. Ah non, sur Insta, vous me trouvez peut-être sur LinkedIn, mais pas sur Insta. Allez le suivre sur LinkedIn. Bisous, ciao!